Bonsoir à tout le monde et bienvenue en 9e édition de l'Apéro des Failles. C'est une initiative de l'Institut des cryptoactifs et du pôle collaboration avec le pôle Finance Innovation. Aujourd'hui, on a le plaisir de laisser la parole à Jason de l'ABI, des Zama. Il va nous introduire un peu l'environnement Zama ainsi que la virtual machine qu'ils ont effectivement mise en place sur Ethereum qui se base sur la cryptographie homomorphique. Et donc, voilà, n'hésite pas. En fait, c'est plutôt interactif, donc on peut peut-être t'interrompre pendant le talk. Avec plaisir. Ne te gêne pas. Ok, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jason, je travaille chez Zama. Chez Zama, qu'est-ce que je fais? En gros, je suis un petit peu un... J'aime bien me définir comme un évangéliste. Je vais vous présenter une nouvelle technologie qui a besoin de beaucoup de pédagogie. Et l'objectif, c'est de vous expliquer. Avant de rentrer dans du commercial ou quoi que ce soit, il va falloir expliquer ça parce qu'il y a plein de choses qui sont nouveaux. Donc Zama, c'est une boîte française. Donc moi, juste pour terminer sur moi, j'avais commencé ma carrière en finance de marché où je vendais des produits structurés. On fait tous des erreurs. Vous savez, ces produits plein de frais qu'on refourgue aux assurances et aux gestionnaires de patrimoine. On vend des autocalls pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai bossé dans une ESN où j'ai monté l'équipe blockchain là-bas et j'ai rejoint Zama il y a 2 ans parce que je suis tombé dans la DeFi en 2020. Voilà, moi je suis un enfant du bull market 2017, investisseur, je connaissais rien, j'ai rien compris. Et en 2020, la DeFi, des briques de Lego, etc., ça m'a passionné et j'ai rejoint Zama en 2023. En 2022, j'ai passé dans l'écosystème Starknet pour ceux qui connaissent. On a essayé de lancer des boîtes qui n'ont pas marché avec un ami à ce moment-là. Et donc, mon rôle chez Zama, c'est d'être écosystème lead. Alors, c'est un truc qui veut rien dire dans les noms normaux, mais c'est de nouer des partenariats, voir comment la techno elle peut être utilisée et surtout expliquer et faire de la pédagogie. Donc Zama, un petit mot, c'est une boîte française qui a été montée par Randindy et Pascal Payet. Pascal Payet, c'est un peu une légende française de la cryptographie, bossait chez Gemalto, voilà toute la mafia française des cartes à puce de début des années 2000, Cocorico. Et on travaille sur une techno qui s'appelle le FHE, qui est un nom barbare qui veut dire Fully Homomorphic Encryption. Donc c'est un type de chiffrement qui est homomorphe. Homomorphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend une donnée. Je prends une donnée, par exemple, un truc très confidentiel que je ne veux pas partager, mon ADN, j'ai pas envie que ce soit partout. Je vais le chiffrer avec une clé depuis mon ordinateur à moi, depuis le client. Je vais l'envoyer sur un serveur, sur une blockchain, à un tierce party, je vais l'envoyer à quelqu'un. Et eux, ils pourront faire un calcul dessus sans déchiffrer la donnée. Ils vont faire ce calcul, il va générer un résultat. Par exemple, dans le cas de l'ADN, c'est un algorithme pour détecter si j'ai un cancer ou quelque chose, enfin des probabilités, etc. Ils vont générer un résultat, ils peuvent toujours pas le déchiffrer. Eux, ils ont juste eu un rôle de prestataire de compute sur les données. Ils vont le renvoyer et moi seul peux le déchiffrer. Donc voilà, ça c'est l'exemple pédagogique pour comprendre. Mais en gros, c'est l'aboutissement final du chiffrement. Aujourd'hui, sur Internet, comment c'est utilisé le chiffrement avec le protocole SSL HTTP, vous voyez le petit cadenas qu'il y a sur votre navigateur. C'est-à-dire que vous allez chiffrer votre requête, vous allez l'envoyer sur le réseau Internet, sur HTTP. Le serveur va déchiffrer, va faire le compute, mais il ne va pas faire de calcul sur des données chiffrées. Il le déchiffre avant de le faire. Là, avec le FHE, on boucle complètement la boucle de la confidentialité et on peut faire des calculs sur des données entièrement chiffrées. Donc voilà, c'est la base. Ouais. Non, c'est pas déchiffré. En fait, c'est un type de chiffrement qui fait que quand on fait des calculs dessus, il reste chiffré sous la même clé. C'est comme si par exemple, je prends par exemple le numéro 4, je le chiffre, le numéro 8, je le chiffre, je l'envoie à un serveur, lui il va faire une addition sur 2 trucs qu'il ne comprend pas, il va générer un résultat qu'il ne comprend pas, il va me le renvoyer et il n'y a que moi qui pourra voir que c'est 12. Bon, le plus, mon ordi aurait pu le faire, je pourrais le faire en local, mais quand il s'agit de choses que je ne peux pas faire en local, je peux l'envoyer à un serveur pour le déchiffrement. Ouais, la question c'était est-ce que c'est vraiment déchiffrant FHE? C'est une question qu'on a souvent parce que ça fait un peu mal au cerveau pour comprendre, mais non, c'est vraiment possible et c'est Turing Complete, le fully dans Fully Homomorphic Encryption, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quel type de calcul, des additions, des soustractions, des cosinus, des comparaisons, etc. Tout ce qui est nécessaire pour le faire. Il y a des boîtes qui font du HE uniquement, nous on fait du FHE, donc Fully Homomorphic Encryption. Très souvent, la première question qu'on me demande, surtout en blockchain, c'est quoi? Mais du coup, c'est du ZK. C'est quoi le rapport avec le ZK? Donc le ZK, c'est le Zero Knowledge Proof, pour ceux qui ne savent pas. Et je vais essayer de vous expliquer une petite différence. Aujourd'hui, le ZK, notamment dans l'écosystème Ethereum, c'est quelque chose qui est massivement utilisé, pas pour la confidentialité des données, mais pour la scalabilité. Si vous allez aujourd'hui sur les layers 2 comme Starknet, comme Polygon ZK VM, etc., en fait, ils font de la compression de preuves
qui vérifient, mais ils n'utilisent pas du tout la partie zero knowledge, le fait caché. C'est possible aussi avec les ZK. C'est pour ça que j'ai mis qu'on pouvait faire un peu de privacy ici avec le ZK, mais ce n'est pas une techno qui est 100% dédiée à ça. C'est fait pour générer des preuves. Et la propriété dans le ZK qu'on utilise, c'est la succinctness des preuves. C'est-à-dire que c'est exponentiellement plus facile de vérifier une preuve que de refaire les calculs. Donc en blockchain en général, c'est 80% le ZK pour du compute et de la scalabilité. Et il y a quand même des cas d'usage avec la privacy, mais ce n'est pas une techno qui est dédiée à ça. Le FHE, par contre, c'est 100% dédié à de la gestion de confidentialité. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, c'est le super pouvoir de la confidentialité. Ce qu'on aime dire aussi, c'est que le design space de tout ce qu'on peut faire sur la confidentialité est bien plus grand en FHE. Et les deux propriétés intéressantes qu'on va pouvoir avoir sur des données quand on utilise du FHE sur des blockchains, c'est qu'on garde la composabilité. Vous savez, la composabilité, c'est ce truc formidable qui fait que tout peut être une brique. On peut appeler des API de n'importe quoi, que les smart contracts fonctionnent ensemble, qu'il y a AV qui est lancé, qu'il y a Morpho qui se cale dessus, qu'il y a le RC20 qui est créé, qu'on peut faire Uniswap, qu'on peut faire n'importe quoi et que ça fonctionne dans tous les wallets. Toutes ces propriétés extraordinaires de standardisation qu'amène la blockchain, on les conserve avec le FHE et en plus de ça, les données restent on-chain. Parce que quand on fait du ZK, on va générer des preuves off-chain et qu'on va vérifier on-chain. Mais le calcul se fait off-chain. Bref, ça c'est juste pour distinguer entre deux buzzwords qu'on entend beaucoup et on n'est pas tous cryptographes. Moi le premier, je ne suis pas cryptographe. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais frustré de ne pas avoir été ingénieur, donc je me suis battu toute ma vie pour essayer de récupérer tout ça, mais c'est possible à comprendre, et c'est même plus simple à comprendre que le zero knowledge. Ouais. Alors oui, je vais en parler. C'est une technologie qui est très lente, et je vais en dire deux mots juste après. Là, c'est juste ces deux petits graphes pour illustrer le côté scalabilité du ZK. Vous voyez, ça c'est L2Bits, c'est le site de référence pour voir le scaling d'Ethereum avec ses Layer 2. Et toute la roadmap d'Ethereum, elle est basée sur du ZK. Ça, c'est l'article de Vitalik de 2020, extrêmement connu, où il a dit, bon les gars, le futur, ce sera roll-up centric roadmap avec du ZK. Voilà, donc ça c'est le ZK. Et il n'y a aucune partie on ne cache pas des choses avec le ZK dans cette utilisation sur les Layer 2. Donc le gros problème du FHE, c'est que c'est lent et cher. Donc Zama, ça date de 2020. On a levé 80 millions d'euros pour recruter d'abord des chercheurs pour améliorer la technologie. Et tous les 2 ans, on divise par 10 le coût du compute et le temps de processing. Ça, c'est le gros truc qu'on a taclé. Zama existe pour régler ce problème du FHE. Pendant très longtemps, le FHE, ça a été qualifié de moon math, donc de mathématiques sur la Lune, inatteignable, parce que c'était juste un délire de cryptographe dans des labos académiques, quoi. Mais exactement comme le Zero Knowledge. Le Zero Knowledge, c'est un papier qui date de 85 et qui a été développé, que Eli Ben Sasson, notamment, le fondateur de Starkware, a développé. Et aujourd'hui, grâce à la blockchain, grâce au financement et grâce aux besoins de la blockchain, le ZK s'est développé massivement et il est en train d'arriver la même chose avec le FHE, avec un petit décalage, une petite translation temporelle de 2 ou 3 ans. Et donc là, c'est pour vous montrer un petit peu, on calcule la mass adoption en millions de FHE gates par dollar. Bon, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en gros, c'est en train de scaler en ce moment, selon une loi de Moore. Et donc Zama, c'est quoi nos produits du coup? Donc on est 80, on a 30 chercheurs qui développent ces mathématiques-là, qui vont améliorer les fondements mathématiques et théoriques. On a 30 développeurs qui en Rust transforment ces papiers dans une librairie Rust utilisable par les développeurs, où on va abstraire toute la complexité. Et c'est notre librairie cœur qui s'appelle TFHE-RS. RS pour Rust et TFHE parce qu'on utilise un format de FHE qui s'appelle le TFHE. Il y a plein de schemes de FHE. Nous, on a choisi celui-ci parce que c'est le meilleur sur les blockchains. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et on a un autre truc, c'est un compilateur qui s'appelle Concrete, qui permet d'écrire des programmes en Python. On l'envoie au compilateur et ça transforme ce programme en programme qui peut gérer des données chiffrées. Donc c'est très pratique. Il n'y a pas besoin d'apprendre. Très souvent en crypto, notamment en ZK, quand on veut commencer à manipuler cette nouvelle cryptographie, on se retrouve à devoir avoir une casquette de développeur et en plus de ça d'être cryptographe. Donc c'est super dur, c'est hyper challengeant. Nous, on veut abstraire toute la complexité pour que le développeur il ait juste une API super simple à utiliser dans notre librairie Rust. Donc ça, c'est open source. Tout ce qu'on fait est 100% open source. Il y a de la documentation dessus. Notre business model, c'est d'aller vendre des licences d'utilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est open source que c'est gratuit. On peut l'utiliser pour des besoins académiques, tests, etc. Mais si jamais vous faites de l'argent et que vous avez une société qui utilise notre librairie, il faut nous payer.
Et cette librairie, on va l'optimiser aujourd'hui, elle est optimisée sur des CPU, donc sur des puces classiques. Et progressivement, on est en train de remonter un petit peu comme un saumon, le fleuve des chips, où on va l'optimiser cette année pour les GPU, puis pour les FPGA. FPGA, c'est je pense qu'il y a des gens qui savent mieux que moi en parler, mais c'est un intermédiaire entre avoir un GPU et un ASIC, qui est un circuit imprimé spécifique pour faire une application. Pour vous donner une idée, un ASIC, c'est ce qu'utilise Bitcoin pour faire la fonction de hachage. C'est une puce. Alors, un truc à faire, c'est la fonction de hachage et on l'optimise à fond pour ça. Et l'optimisation, elle est écrite dans le silicone, dans les transistors qui sont faits. Le FPGA, c'est un espèce d'intermédiaire entre les deux qui est nécessaire. Donc on développe ça à GPU, FPGA, ASIC, et c'est comme ça qu'on fait ce fameux scaling, en plus de faire des améliorations fondamentales sur les mathématiques en amont. Et par-dessus cette librairie, on a deux grands produits qui sont nos deux grands cas d'usage qu'on adresse. Un qui est l'AI, où on va pouvoir faire du machine learning qui va prendre en entrée des données chiffrées. Donc l'exemple pédagogique, c'est ChatGPT, au lieu de lui donner tout le contenu de votre entreprise et de votre vie et de tous vos secrets, vous pourriez lui envoyer des données chiffrées. Il va le processer et il vous rend des données chiffrées, et Sam Altman n'a pas accès à l'ensemble de votre vie et à l'ensemble des secrets de votre entreprise. Donc les LLM, c'est encore un petit peu trop loin, mais tous les algorithmes de machine learning un peu plus simples, on peut très facilement les traiter, et on est en train de remonter la complexité dans le machine learning. Moi, je suis plutôt spécialisé sur la deuxième partie, qui est la FHEVM. Donc EVM, c'est l'Ethereum Virtual Machine, c'est le moteur qui existe dans les blockchains pour processer les transactions. Et au même titre qu'on a des ZK-EVM, qui sont des EVM dont on peut générer des preuves, on a une FHEVM, donc faut voir ça comme un moteur le moteur EVM, on va l'équiper d'un add-on supplémentaire pour pouvoir traiter des données chiffrées. Donc c'est beaucoup de jargon en crypto, mais c'est finalement assez simple. Une EVM avec des capacités FHE. On l'appelle aussi la confidential blockchain, parce que c'est plus simple à expliquer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de confidentialité sur les blockchains ? Ça paraît un peu une évidence. Le symbole ultime, c'est un block explorer. Donc là, je suis sur Etherscan. Vous savez bien que dans les blockchains, tout est absolument public. Il suffit d'aller sur le block explorer, sur Dune Analytics, sur Nonsense, je ne sais quoi. Toutes les données, c'est le principe même fondateur des blockchains, sont facilement accessibles. Donc on a qui a envoyé, qui a reçu et le montant qui a été reçu avec le token. Si je prends des exemples simples de transfert de RC20 ou de token. La transparence, malheureusement, c'est un side effect négatif du besoin de consensus. C'est pas quelque chose qu'on aurait voulu à la base. On est en train d'essayer de recréer un système financier de base. C'est extrêmement bien pour l'auditabilité. On aurait aimé que FTX ait sa balance sheet sur une blockchain parce qu'on aurait pu voir qu'il y avait des problèmes et pour auditer plein de choses. Mais le fait que les transactions de Madame Michu soient accessibles, c'est un grand frein qui fait qu'on ne peut pas utiliser la blockchain tous les jours, dans la vie de tous les jours et pour plein d'applications financières. Donc il y a plusieurs solutions à ça. Donc on a une blockchain, elle est publique, elle est décentralisée, elle est géniale, elle est crédiblement neutre, elle va remplacer Swift. On pourra faire transacter tous les actifs du monde sur un seul réseau partagé. On a eu Internet, on a l'Internet de la valeur. Mais il nous manque la confidentialité. Et là, je vais reprendre un petit peu l'histoire qui s'est passée avec le web. Donc le protocole HTTP, c'est 91, Tim Berners-Lee qui lance ça. Et dans la première version de HTTP, il n'y avait pas de protocole de chiffrement, comme je vous le disais. Et jusqu'à 2005-2006, on ne pouvait pas tellement faire de e-commerce parce qu'il n'y avait pas ce bloc qui chiffrait les transactions pendant le transport. Donc je ne pouvais pas trop mettre mes informations de carte bleue. Puis est arrivé SSL. HTTP plus HTTP plus SSL, ça donne HTTPS, notre petit cadenas sur le navigateur. Et grâce à ça, on peut avoir, y a Amazon qui peut se développer, le e-commerce, et il y a plein de cas d'usage qui arrivent en plus parce qu'on peut désormais gérer la confidentialité. Et donc en blockchain, il y a 5 grandes solutions pour ajouter de la confidentialité. Premièrement, c'est faire confiance. Donc ça, c'est ne pas utiliser de blockchain ou utiliser une blockchain privée. C'est la même chose. Une blockchain privée, c'est des gens qui se font confiance. Là, il y a plein de solutions de confidentialité. Si vous allez dans Hyperledger Besu, par exemple, il y a des modules de confidentialité. Mais à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un qui a accès à toutes les données. Donc ça, évidemment, c'est le plus simple. Mais comme en blockchain, on est en train de construire pour un monde où les gens ne s'aiment pas, devient multipolaire et on ne peut plus faire confiance, on peut utiliser, par exemple, le ZK. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est effectivement quelque chose qui peut être utilisé pour faire de la confidentialité on-chain. Les deux blockchains les plus connus là-dessus, c'est Zcash et Monero. Sur Zcash ou Monero, je peux faire des transferts et ça va être caché, mais il y aura plein de limites. Et je vais vous expliquer pourquoi.
La deuxième grande solution s'appelle les TEE. Est-ce que déjà quelqu'un a déjà vu ce terme-là, un TEE? Vous savez ce que c'est ou pas? Ouais. Ouais. Trusted Execution Environment. Et qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que ça fait? Ouais, exactement. C'est un chip où en gros, on va chiffrer des données. En gros, on va faire confiance à Intel pour créer un chip qui va pouvoir gérer des données confidentielles. C'est déjà mieux que juste faire confiance, mais on va quand même faire confiance à quelqu'un pour avoir manufacturé un chip correctement. On n'est pas en train de faire confiance au pur dieu des mathématiques platonicien. Donc c'est bien, c'est très bien pour énormément de cas d'usage. C'est plus rapide que le FHE, donc c'est utilisé aussi dans plein de choses. Il y a un design space un peu différent, mais ça peut fonctionner. Il y a des réseaux comme Secret Network sur Cosmos qui sont fondés sur des TEE. Pour ceux qui connaissent un peu la MEV, il y a plein de solutions qui sont basées sur du TEE. Ensuite, on a le MPC. Ouais. C'est Trusted Execution Environment. Ensuite, on a le MPC. Pardon, ça joue le rôle d'un security element? C'est un peu la même chose en plus puissant. C'est exactement. C'est l'équivalent du security element qu'il y a dans notre iPhone, mais en version un peu plus industrielle et plus robuste. Mais on peut le soumettre à ce qu'on appelle des side channel attacks, c'est-à-dire que si j'ai mon TEE chez moi, je peux le barder de capteurs, dépenser quelques millions, et avec du rétro-engineering, je peux quand même savoir ce qui s'est passé au final. Donc c'est bien, mais pas pour sécuriser du settlement en milliards ou en trillions. Ensuite, on a du MPC. Donc le MPC, c'est dans la même famille que le FHE, ça s'appelle Multi-Party Computation. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs sur des données chiffrées dans un réseau, où il y a un réseau qui va faire, le nœud 1 va faire une partie du calcul, puis le nœud 2 une autre partie, puis le nœud 3 une autre partie. C'est une techno qui est concurrente au FHE, sauf que la limite du MPC, au lieu que ce soit le compute et la durée de compute, ça va être et le prix du compute, ça va être la latence. Parce que dans le MPC, on doit faire énormément de calls dans tout le réseau. Et en gros, comme on ne peut pas encore accélérer la vitesse de la lumière et la vitesse de transmission de l'information, il y a des limites fondamentales au MPC. Et enfin, il y a le FHE, où là, on peut gérer, on peut faire des calculs sur des données chiffrées. Et nous, dans la FHEVM, la réalité, et c'est même la réalité de la plupart des protocoles, ils vont se servir dans un petit peu tous ces éléments pour construire leur protocole. C'est pas silver bullet, on va en prendre un peu et puis on va mettre tout ça ensemble pour harmoniser. Donc MPC, FHE, ZK, en gros, c'est 3 nouveaux ingrédients cryptographiques qui sont arrivés assez récemment, dans les 5-6 dernières années, qui n'existaient pas à l'époque où Satoshi a créé Bitcoin. Dans Bitcoin, c'est une recette qui a été faite à partir de fonctions de hachage, de cryptographie elliptique, mais il n'avait pas encore cet ingrédient-là. Et si vous allez sur Bitcoin Talk dès 2011, il y a des posts de Hal Finney qui expliquent que le gros problème, enfin ils auraient aimé résoudre la confidentialité dans le design de base, mais c'était pas possible à l'époque. Ils ont dit bon bah c'est pas grave, ça sera résolu après. Donc je reviens sur mon bloc Explorer. Et donc l'objectif de ces technologies, ça va être de cacher ces informations. Okay, donc on va cacher qui envoie, qui reçoit et la valeur qui va être transmise. Donc ce que fait Monero par exemple, c'est qu'ils vont tout cacher. On va cacher l'envoyeur, le receveur et on va cacher l'information. On ne peut rien savoir du tout. Okay, ce que va faire un Tornado Cache sur Ethereum, d'ailleurs il y a eu de très bonnes nouvelles si vous avez regardé sur Twitter récemment, parce que la justice va un petit peu lâcher les protocoles autonomes, comme Tornado, c'est un mixeur. On va cacher l'envoyeur et le receveur sur Tornado, mais tous les montants sont disponibles. On sait exactement qui envoie quoi. C'est soit des 1 Ether, soit des 5 Ethers qui sont transmis sur Tornado. Vous allez sur un bloc Explorer, vous pouvez voir tout ce qui passe sur Tornado, mais vous ne savez pas de qui ça part et où est-ce que ça arrive. Donc c'est très pratique. Et enfin, nous, avec Zama, là où on est 100% focus, c'est sur la valeur. C'est-à-dire que grâce au FHE, à notre solution de FHE sur les blockchains, la FHEVM, on va cacher non pas l'envoyeur et le receveur, mais juste le montant. Et l'exemple le plus simple que je peux faire, c'est un stablecoin, un USDT. On a un standard de token qui s'appelle le Private ERC20, donc le RC20 privé, chiffré. C'est juste une manière d'envoyer des tokens de telle sorte que le montant soit chiffré. Voilà, ça c'est l'exemple le plus simple de smart contract qu'on va pouvoir faire et tout va être construit par-dessus ça. Donc c'est génial parce que on a un state qui peut être chiffré. Tout le monde est familier avec le concept de state. Dans un smart contract, c'est la petite base de données interne qui gère les informations, quoi. Le state d'un ERC20, c'est qui a quoi.
En gros, c'est un tableur Excel avec une colonne les adresses, de l'autre côté les valeurs. Donc le state peut être privé, il est complètement composable, et ça c'est ce qui va nous différencier du ZK. C'est-à-dire qu'en ZK, on perd complètement la composabilité. Vu qu'on doit générer les preuves off-chain, vérifier on-chain, etc., on ne peut pas faire toute cette composabilité, c'est l'ego qu'on a avec le FHE. Et enfin, et ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va pouvoir l'ajouter sur toutes les chaînes existantes. Donc c'est le VM, c'est un module, nous on vient et on fixe notre module FHE par-dessus. Donc ça c'est une petite overview des cas d'usage, mais je vais plutôt me concentrer sur la tokenisation après. Donc évidemment ça va être hyper intéressant pour de la tokenisation. On va pouvoir faire ce qui s'appelle des blind auctions, donc c'est des enchères cachées. Donc en gros on va mettre un actif, un objet aux enchères sur une blockchain. Chacun va pouvoir faire un bid, une offre qui va chiffrer, il ne va pas révéler son montant. Et le smart contract, une fois que tout le monde a bidé, à la fin de la période, va pouvoir dire bah, c'est telle personne qui a gagné. Et on va pouvoir programmer si oui ou non on révèle même le montant qui a bidé. Tout ça c'est programmable, on peut faire tout ce qu'on veut. Les enchères, c'est un truc qui est absolument partout en finance traditionnelle. Quand le Trésor français met des obligations, c'est un système d'enchères, c'est comme ça que se génère le taux. Dans les protocoles DeFi, toutes les liquidations d'actifs se font avec des systèmes d'enchères. Enfin, c'est vraiment une brique fondamentale en finance. Il faut savoir faire des enchères. Nous, on peut faire des enchères chiffrées, ça intéresse plein de gens. On peut faire des jeux. Si on veut faire du poker on-chain, par exemple, ça n'a aucun sens d'avoir une main des gens on-chain parce que tout le monde pourrait voir sur un block explorer ce qui se passe. Donc là, on va pouvoir chiffrer sa main, par exemple, et puis jouer au poker on-chain avec des chips et des jetons qui se transfèrent. Pareil sur tous les cas de gaming, n'importe quelle chose dans un jeu où on veut mettre un state on-chain qu'on veut trader, bon, on va pouvoir le cacher. On va pouvoir faire du voting. Donc c'est un exemple très simple, on vote et puis le smart contract détermine qui a gagné, il va même dire le pourcentage, mais sans révéler qui a voté quoi. C'est quand même une feature indispensable pour pouvoir voter. On va pouvoir faire de l'identité, et ça c'est vraiment génial parce qu'on va pour la première fois pouvoir mettre des données très privées sur des blockchains. Moi je m'appelle Jason, je suis français, je peux mettre mon patrimoine, je peux mettre plein de choses. Est-ce que je suis un investisseur avisé, enfin je sais plus le terme exact, mais je vais pouvoir mettre des données on-chain et je vais pouvoir avoir un smart contract, un ERC20, qui va pouvoir checker mon identité sans rien révéler et m'autoriser ou non à transacter sur un token. Donc si je le fais de manière très simple, en FHE, il va vérifier si je ne suis pas iranien ou je ne sais quel pays qui n'a pas le droit de transacter des tokens et il va pouvoir exécuter la transaction. Si jamais je suis sur la liste noire, il va quand même exécuter une transaction et il enverra 0. Donc, et le 0 va être chiffré aussi et on ne pourra pas savoir que c'est un 0. Donc en fait, un observateur extérieur pourra rien voir de ce qui se passe sur la blockchain, quand bien même une transaction aura lieu. Et enfin, bah, c'est l'exemple, c'est une sous-catégorie de la tokenisation, mais c'est le plus évident, donc je le mets à part. C'est juste des transferts d'argent privé, juste la base fondamentale de n'importe quel système financier. Donc je vais m'attarder un petit peu plus sur la tokenisation sous forme de RC20 confidentiel, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. C'est notre go-to-market avec Zama, c'est là où on veut aller, et c'est cette nouvelle brique qu'on va apporter pour augmenter l'ensemble des possibles en tokenisation. Donc ça c'est un graphe de Chainlink que j'adore, c'est l'ensemble, c'est en gros un ordre de grandeur de l'ensemble des actifs du monde. Donc un petit point c'est 1 trillion, donc 1000 milliards, je crois que ça se dit 1 billion en français mais c'est pas grave. Et comme vous le voyez, la DeFi, alors c'est pas complètement à jour parce que les cryptos maintenant c'est plutôt 3,5 trillions, mais vous voyez quand même l'ordre de grandeur. En gros, la crypto c'est tout petit, la DeFi c'est tout petit, et les real world assets, donc les vrais actifs qui ont été tokenisés, c'est complètement petit par rapport à la dette mondiale, au stock market mondial, au real estate et au marché des produits dérivés. Donc ça c'est toute la valeur, tout ça c'est tradé sur des infrastructures centralisées où on fait confiance. Il y a Swift, il y a Eurosystem, il y a tout ce qu'on connaît de la finance traditionnelle. Si on est ici aujourd'hui, en tout cas moi si je me lève le matin, c'est pour aller tokeniser tout ça d'ici la fin de ma carrière. Je sais que ça va prendre 30 ans, mais c'est la croix qu'on a choisi, le chemin qu'on a choisi de mener. C'est Chainlink. Ah oui, j'ai peut-être été pas bon sur les sources dans cette présentation, c'est Chainlink. Chainlink, ils sont très bons pour parler d'ordre de grandeur du marché. Ça, moi d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Si j'étais aujourd'hui prof de finance en école, je sais qu'il y en a ici, c'est la première slide par laquelle je commencerai mon cours. Avoir les ordres de grandeur, c'est absolument fondamental, personne ne les a. Même dans le débat public, quand on parle en dizaines de millions ou en centaines de millions, on a l'impression que c'est monstrueux. Non, non, la vraie unité de mesure, c'est le trillion, et c'est comme ça qu'on peut réfléchir et penser. Sinon, c'est juste pas cohérent, on se fait perdre dans un brouillard de milliards et on comprend rien.
Bref, je referme la parenthèse, ça c'est ce que j'aurais aimé avoir dans la tête dès le début, parce que ça aide à comprendre plein de choses. Donc ça, c'est l'augmentation des tokenized RWA dans le monde. Je vous conseille ce dashboard, rwa.xyz. C'est le meilleur dashboard qui existe sur la tokenisation des actifs financiers. La blockchain, pour moi, aura réussi dans sa narrative sur les capital markets uniquement si ce graphe monte. Donc la partie rouge que vous voyez ici, c'est les 200 milliards qui ont été tokenisés en stablecoin, principalement par USDT et USDC. Et il y a une énorme partie du crédit privé qui a été tokenisé aussi. On n'en entend pas trop parler, ça fait pas trop les headlines, personne n'en parle sur Twitter ni sur LinkedIn. Mais il y a plein de dettes privées. Alors je crois que c'est sur une blockchain semi-publique, mais ça arrive. Donc c'est encore tout petit. Et c'est vraiment pas gros. Alors d'ailleurs, j'ai l'impression que je me suis trompé de graphe. Non. C'est plutôt 200 milliards. C'est bizarre ici. Bon, l'ordre de grandeur, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout petit par rapport à l'ensemble. Mais allez sur rwa.xyz, meilleur graphe possible pour analyser les données on-chain tokenisées. Et donc là où je voulais en venir sur cette première partie de mon exposé, c'est nous, nos cas d'usage avec Zama, c'est avec qui on discute là en ce moment même, avec les institutions financières, c'est pour faire ces cas d'usage. Donc on a des stablecoins, c'est génial. Aujourd'hui, à quoi ça sert les stablecoins? Principalement à deux choses. Soit c'est de l'USDT sur Tron pour aller bancariser et dollariser les pays qui ont une inflation absolument hallucinante. C'est le cas en Turquie, c'est le cas en Indonésie, etc. Ou soit c'est pour pouvoir vendre des cryptos sans déclencher l'événement fiscal sur les exchanges et autres. Et donc le stablecoin, c'est la base de tout. Si on ne rend pas privé le stablecoin, on va rien pouvoir faire. En plus, c'est très simple, c'est juste des ERC20. Et donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir faire donc des remittances. Donc aujourd'hui, les remittances, c'est les personnes qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine et qui utilisent des services où ils se font taxer énormément. Un des freins pour l'utilisation massive des stablecoins, c'est que c'est pas privé aussi. On va pouvoir faire pour la première fois du corporate payment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune grande entreprise qui serait prête à utiliser des stablecoins pour payer un supplier, parce qu'on va pouvoir tout connaître, son chiffre d'affaires, ces informations qui sont juste fondamentalement secrètes, et donc on ne peut pas utiliser de stablecoin, quand bien même les frais sont beaucoup moindres par rapport à utiliser le système financier classique. Si on veut faire 100 millions de virements à une banque en Chine, on paye énormément de frais. Donc on aimerait pouvoir utiliser les stablecoins, on va pouvoir le faire avec des ERC20 privés. Évidemment, le salaire et la compensation. Il y a plein de boîtes crypto, hyper crypto-native, distribuées dans le monde entier. Elles ont, même elles, du mal à payer leurs salariés en stablecoin. Ça va être possible parce que c'est un basique, mais la plupart des organisations ne tolèrent pas que les salaires soient publics. Et enfin, il y a une dernière information, c'est sur les taxes. Souvent, si on paye avec des stablecoins nos taxes, on peut dériver plein de choses à partir du montant qu'on a payé en taxes. Et donc, c'est juste un exemple, mais on aimerait pouvoir payer aussi ces taxes en stablecoin. Donc voilà, ça c'est les grands cas d'usage. Et au-delà des stablecoins, dans cette première partie, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment tout le reste. Et donc nous, on discute avec des acteurs qui veulent tokeniser de la dette, qui veulent tokeniser des stocks. Alors pour les stocks publics, il n'y a pas de problème, mais pour le private equity, les gens ne veulent pas révéler combien ils ont, quelle est la structure actionnariale. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est du cap table management on-chain. Donc c'est la liste des actionnaires, qui possède quoi dans le private equity, c'est secret, donc on ne peut pas le tokeniser pour l'instant. On peut créer aussi un marché secondaire, comme font des entreprises comme Cryptown aujourd'hui en France, mais sur des blockchains publiques, malheureusement, on a accès à toutes les informations. Et souvent, juridiquement, c'est pas possible. Le real estate aussi, on va pouvoir mettre plein d'autres informations on-chain. Quand je dis tokenisation, c'est pas que des ERC20, ça peut être des NFT. Un NFT qui représente un titre de propriété, on va pouvoir chiffrer une partie des métadatas et avoir des stablecoins qui, si tel métadata est respecté, alors j'autorise le transfert, etc. Donc voilà, c'est notre play principal avec Zama. Sur ces stablecoins. Et une fois qu'on aura donc cette brique fondamentale, on essaye d'en faire un standard aujourd'hui, ces ERC20 privés, on va pouvoir reconstruire toutes les grandes applications en finance décentralisée. Donc là, vous voyez, il y a évidemment le lending, AAV, Morpho, des Uniswap, des DEX, qui au lieu d'être construits par-dessus le RC20,
nous on va essayer de reconstruire une version qui est construite sur le RC20 privé pour avoir des plateformes de collateralized lending qui gèrent des données confidentielles, etc. Donc ça vient avec tout un tas de complexités, tout un tas de trade-off, de compromis qu'il va falloir faire. Mais nous, on veut recréer une DeFi entière autour de cette nouvelle brique de RC20 privé. Alors on travaille aussi avec des organismes, ça vous reconnaissez peut-être, c'est le standard de Tokeny, pour ceux qui voient. Tokeny, c'est une boîte, il me semble, basée au Luxembourg qui fait de la tokenisation. On a rejoint le consortium autour de l'ERC 3643. Et aujourd'hui, comme très souvent, la grande difficulté, c'est plus tellement la tech. La tech, ça va bien, on l'améliore, ça fonctionne, mais c'est la standardisation. Fondamentalement, le monde de la blockchain, c'est juste un grand mouvement de standardisation. On l'a fait avec l'information, on est en train de le faire avec la valeur, et c'est ça qui prend du temps. Il faut se mettre d'accord sur les standards. En 2018, il y a le RC20 qui est venu, ça a standardisé plein de choses, ça a aidé énormément. Et là, il y a énormément de réflexions autour de la standardisation des real world assets. Donc nous, on essaye de participer au maximum à ces initiatives afin d'ajouter notre version privée dedans. Donc voilà pour la partie un petit peu business. Est-ce que vous avez déjà peut-être quelques questions sur ce que je viens de vous dire? Parce que ça va être un tout petit peu plus technique, ça va être une présentation un peu plus architecturale par la suite. S'il y a des questions, il y a le micro. Mais déjà, moi je dirais, on en profite pour faire asseoir Ouais. quand vous arrivez. Moi j'ai un petit peu chaud. Je vais enlever mon Je vois que franchement c'est un marché qui a l'air super intéressant ce que vous avez à faire, mais est-ce que Zamas sont les seuls sur le marché du FHE? Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Quel est votre avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, etc.? Alors, on a plusieurs autres concurrents, mais ils ne sont pas tellement sur la blockchain. Comme je le disais tout à l'heure, un des grands cas d'usage aussi du FHE, c'est plutôt sur le machine learning. Et sur les blockchains, on est quasiment tout seul. Merci beaucoup. Et on va vendre la technologie. Vous avez peut-être entendu parler de Inco, Phoenix, des blockchains confidentielles. C'est des gens qui utilisent notre technologie, qui ont acheté nos licences pour lancer eux aussi des FHEVM. Donc c'est un peu on essaye de construire toute une galaxie, un écosystème autour du FHE. Mais il y a une boîte qui s'appelle Sunscreen qui fait aussi du FHE. Ils font pas du FHE, ils font du HE. C'est juste homomorphic encryption, ils n'ont pas le F. Donc notamment, ils peuvent pas faire des comparaisons. La comparaison, en HE, on peut faire que des additions, des soustractions et des expressions polynomiales. Quand on peut pas faire de comparaison avec son schéma, on peut pas notamment vérifier avant que quelqu'un envoie un transfert s'il a assez d'argent sur son compte, parce que c'est un vrai problème en FHE. Moi, je te fais un transfert de 100 000 $, il faut quand même que le smart contract fasse une comparaison pour voir si ma balance actuelle, elle est supérieure ou pas à ce que je veux transférer. Et cet élément de comparaison, on ne peut pas le faire en HE notamment. Donc globalement, sur le FHE on-chain, on n'a pas tellement de concurrents. Enfin, nos concurrents, c'est plutôt ceux à qui on vend la techno. C'est-à-dire que, tu vois, on est à la fois concurrents et partenaires de ces sociétés. Merci pour cette présentation, parce que ça fait longtemps que je suis un peu et c'est pas mal de commencer à mieux comprendre les choses. J'ai peut-être deux questions. Une sur vraiment le trade-off, pardon, plein de mots anglais, mais le compromis sur les coûts supplémentaires, parce que je comprends que du coup c'est assez lent et c'est limité le nombre de transactions, donc c'est un peu la question du cas d'usage. Et l'autre question, et côté écosystème, j'avais justement étudié, j'ai participé au hackathon à Bangkok, j'avais failli intégrer Inco. Il y avait Phoenix ou Inco. Il y avait Inco notamment, j'ai commencé à regarder leurs trucs, mais c'était plutôt du MPC, j'avais l'impression. Est-ce que c'est comme d'autres, c'est qu'ils ont justement plusieurs niveaux en fonction de ce qu'on veut faire? Alors pour la partie computation, Inco c'est 100% du FHE, mais par contre il y a tout un grand pan dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est le déchiffrement et la réencryption. Le réenchiffrement qui là utilise du MPC. Je vous ai dit tout à l'heure que nous on utilisait du FHE, du ZK, du MPC, et en fait la clé fondamentale en FHE ça va être la gestion de la clé, et je vais en parler juste dans la présentation qui vient. Ok, super. Et donc oui, donc du coup c'est un peu cette question de comment ça articule les différentes solutions en fonction du cas d'usage. Parfait. Et ben, en fait, pour tous les cas d'usage, ça va être la même chose, mais là, tu vas mieux comprendre quand on va parler un petit peu plus architecture et comment ça fonctionne. Mais le cœur de la machine, ça va être du FHE, et le déchiffrement et réencryption, ça va être
du MPC, du ZK et des TE. On utilise les trois. C'est tous les buzzwords, c'est le bingo. Moi, j'avais juste une curiosité, mais vraiment au niveau très très haut. Ouais. C'est-à-dire, ok, je comprends, on ne rouvre pas la boîte, et donc ça reste encore en boîte noire, mais on traite des choses en ne pas regardant ce qu'il y a dedans. Donc il y a une limite où j'arrive pas à exploiter finalement les informations qui sont privées, il doit rester privé, et jusqu'à quel point cette nouvelle technologie arrive justement à manipuler les données, et quelle est la limite au-dessous de laquelle on ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à cause du fait qu'il y a justement des données privées dedans. On ne peut pas faire 10 000 transactions par seconde. Là, Les principales limitations, c'est uniquement du scaling. Quelle est la scalabilité? On n'a pas de limitation sur ce qu'il est possible de programmer avec ça, théorique. La seule limitation, c'est du scaling, et je vais aussi répondre à la question précédente. Aujourd'hui, on va arriver à faire 10-15 TPS sur CPU, GPU. Et l'objectif, c'est d'aller entre 100 et 300 une fois qu'on sera sur FPGA et sur ASICS. Donc c'est ça les limitations. C'est de la scalabilité et du prix. Et je peux même vous faire un spoiler, les gas price qu'on va payer pour faire une transaction FHE, ça va être... Alors, on va se soumettre à l'épreuve de la réalité et de la production, mais ce qu'on anticipe pour l'instant, c'est à peu près 20 centimes. C'est-à-dire qu'une transaction FHE, bah oui, on a des features en plus, on offre un service en plus, bah ça se paye. Et dans l'ordre de grandeur d'Ethereum, ça va être 10 fois, peut-être 20 fois plus cher qu'une transaction Ethereum. Mais là où on a de la chance, c'est que le temps est avec nous et la loi de Moore est avec nous, encore. Donc pour l'instant, dans sa V1, à court terme, on aura 10-15 transactions qu'on va pouvoir faire en FHE par seconde. Et Tether ne fait pas plus que ça, que ce soit sur Ethereum et sur Tron. Donc il y a assez peu de cas d'usage qui utilisent massivement, à part le trading de Memcoin sur Solana en ce moment, qui dépasse de manière durable les 15-20 transactions par seconde. Donc on peut quasiment tout faire. Et quand on tokenise le marché immobilier, on n'achète pas on fait pas du high frequency trading pour s'envoyer des apparts encore. Mais bientôt, peut-être. Et sinon, pour répondre à la question de la confiance, parce que là on pourrait se dire, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous arrivez à gérer les données et que c'est bien fait, etc. Bah là-dessus, il faut faire confiance à la science, à des cryptographes qui publient des papiers dans des revues à comité de lecture et qui, de proche en proche, arrivent à créer de la confiance. Moi, je ne suis pas persuadé parce que je ne fais pas d'algèbre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais la théorie fondamentale de la cryptographie sous-jacente, je ne suis pas assez capé en maths pour comprendre, mais je fais confiance de proche en proche à des gens qui comprennent, comme c'est le cas sur toutes les autres dans la cryptographie en général. Et pour aussi avoir de la confiance là-dessus, on travaille avec le NIST. Vous voyez ce que c'est le NIST? C'est l'Institut des standards américains, pour aller dire, bah voilà, tel schéma de chiffrement, ça y est, on le valide et on peut l'utiliser massivement sur Internet, etc., etc. Donc là, on travaille avec eux. On n'a pas encore la standardisation du NIST, mais c'est un truc qui va nous permettre d'accéder notamment plus facilement aux banques, parce que voilà, les banques, elles veulent pas se mouiller, elles prendront que des choses qui ont été tamponnées par des autorités. Et avant de passer à la deuxième partie, dernière curiosité, est-ce qu'on arrive à parler dans ces communautés de quantum computing? Alors, très bonne question que j'aurais dû aborder. La cryptographie actuelle asymétrique basée sur des courbes elliptiques sur Ethereum n'est pas quantum proof, donc ne résistera pas à l'ordinateur quantique. Le FHE, par contre, comme vous le savez, nous on se projette, on est une deep tech, on voit loin, à 15 ans, 20 ans. C'est basé sur un fondamental cryptographique qui s'appelle les lattices. Voilà, c'est un graphe, je ne peux pas en dire plus. Et les lattices sont quantum proof. Donc le FHE, ça résiste à l'ordinateur quantique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que d'ici 30 ans, moins de 30 ans, il faudra un hard fork sur Bitcoin pour upgrader la cryptographie asymétrique qui va se faire détruire dès qu'il y aura un ordinateur quantique digne de ce nom. Écrire des smart contracts sur les FHE, oui. Bon, on arrive, hein. Sur toutes les parties un peu plus techniques, je vais maintenant vous expliquer un petit peu comment faire. Donc ça, c'est le deuxième exposé, oui. En fait, j'en ai fait un gros entre les deux. Bon, c'était la partie un peu plus business, contexte, explication. Et là, ça va être un petit peu plus technique. Donc encore une fois, moi, je ne suis pas développeur. J'ai fait un petit peu de Solidity et du no-code. Mais je vais essayer de vous donner les éléments pour comprendre. Ouais. Alors des petits éléments techniques. On peut aller jusqu'à 256 bits pour les entiers.
Donc en gros, c'est assez pour gérer tous les tokens, pour générer 1 trillion notamment. C'est assez pratique. On a plein d'opérations natives qu'on va pouvoir faire en FHE, du plus, du moins, du fois, de la comparaison. Je vous dis comparaison, c'est fondamental. Des sinus, des cosinus, tout ce que vous voulez. On va pouvoir faire de l'on-chain secure randomness, ce qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, ou alors il faut des oracles, c'est assez compliqué. Mais si on veut générer du hasard on-chain, notamment pour un jeu comme le poker, pour plein de choses, on va pouvoir le faire. Ça va être toute la partie, donc le threshold decryption, ça va être la partie déchiffrement. Je vais vous amener un petit peu de complexité encore et je vous l'expliquer. La très très bonne nouvelle, et ce qui nous différencie massivement du reste et des trucs de confidentialité, des solutions de confidentialité basées sur du ZK, c'est qu'on conserve le Solidity. Aujourd'hui, si on veut faire du Zero Knowledge Proof pour faire des applications de confidentialité sur des blockchains, il faut se casser le cerveau. Quand on est un simple développeur, on met à la poubelle 3 ans de sa vie, pas à la poubelle, mais pour se former en cryptographie, c'est dur, c'est complexe, c'est horrible pour comprendre le ZK. Et peut-être on va pouvoir développer quelque chose. Ici, on conserve le Solidity, donc le JavaScript des blockchains, et on va pouvoir facilement manipuler des entiers chiffrés. Pardon, au moment qu'on est rentré dans la partie technique, qu'est-ce que ça veut dire secure randomness? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des quasi-random numbers plutôt que pseudo-random? Il me semble que c'est pseudo-random. Et on atteint les limites de mes connaissances, et je crois que c'est de la pseudo. On parle toujours de PNRG, Pseudo Randomness Generator, mais là ça me dépasse un petit peu, je ne peux pas vous répondre correctement. Okay. Dans ce cas-là, c'est pas vraiment secure. Ah oui, donc je pense que j'aurais dû mettre une petite astérix, je vous le dis. Alors, ma deuxième présentation, on pourrait juste mettre ce schéma-là et moi qui parle. Bon, il se trouve que j'ai d'autres slides qui vont peut-être être un petit peu redondantes, mais je vais essayer de vous expliquer avec les mains. Donc ici, là, entre les pointillés, c'est une blockchain. Donc on va dire que c'est Ethereum. Là, c'est votre wallet, c'est votre front-end, c'est votre ordinateur, c'est vous. La première chose qu'on aurait pu faire, c'est se dire, tenez, on va passer un coup de fil à Vitalik, Tim Beiko et toute la team de l'Ethereum Foundation. On va leur dire, ouais, on veut mettre le FHE directement, nativement dans votre moteur. C'était la première version de notre produit. Il y a 1 an, on a lancé la FHEVM native, où on allait directement modifier le VM pour rajouter notre librairie Rust TFHE-REST et la mettre sous forme de pre-compile smart contract, pour ceux à qui ça parle, directement dans le VM. Ça, il se trouve que c'est trop dur pour se mettre sur les blockchains existantes, parce que c'est là qu'il y a déjà toute la liquidité, les effets de réseau, etc. Et donc le choix design qu'on a fait, ça s'appelle le coprocesseur. C'est-à-dire que les opérations chiffrées, les opérations sur les données chiffrées ne seront pas traitées sur la blockchain, mais seront gérées par un coprocesseur qui peut avoir plein de niveaux de décentralisation, mais c'est juste, il faut penser juste de manière abstraite, que ce n'est pas fait on-chain, c'est fait off-chain. On va avoir un smart contract pour nous aider ici. Et on va avoir la partie qui est absolument fondamentale en FHE qui s'appelle le KMS. Donc le KMS, c'est le Key Management System. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Imaginons, sur la blockchain Ethereum, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait avoir de la composabilité, que tous parlent, etc. Pour avoir cette propriété incroyable de tous parlent, etc., il faut que toutes les informations chiffrées soient chiffrées sous la même clé publique. Donc on va avoir une clé publique qu'on va positionner partout en disant ça c'est la clé sur laquelle on va chiffrer tout. Et moi qui envoie mon identité chiffrée, toi qui envoie ton stablecoin chiffré, etc. Il faut que tout soit chiffré sous une seule clé publique. Si ce n'est pas chiffré sous la même clé publique, tout ça, ça ne se parle plus et on perd ce côté, on perd le fait que tout se parle, la composabilité, on ne peut même pas faire de FHE. Donc l'ensemble des données chiffrées sur une blockchain devrait être chiffré sous la même clé publique. C'est de la cryptographie asymétrique. Donc associé avec cette clé publique, il existe une clé privée. Celui qui a cette clé privée peut tout déchiffrer. Donc c'est vraiment important. On n'a pas envie de la donner à quelqu'un, on ne veut pas faire confiance à quelqu'un. Mais on a quand même besoin de la gérer et de la mettre quelque part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un protocole de MPC. Donc c'est le KMS que vous voyez là. On va la splitter en 20 petits bouts. Et chaque fois qu'on aura besoin de la clé privée en FHE pour faire des déchiffrements, parce que des fois on a besoin de faire des déchiffrements,
et ben on va appeler ce service tiers qui est lui aussi une blockchain. Donc c'est là que c'est un peu complexe. C'est une blockchain KMS qui utilise du threshold MPC. Désolé pour les complexités. Et il va faire le déchiffrement. Alors quand est-ce qu'on a besoin de faire un déchiffrement? Moi par exemple, je me connecte. J'ai 10 000 dollars d'USDT sur mon wallet Rabi Wallet ou MetaMask. Je me connecte, il faut bien que mon navigateur me montre 10 000. Or, c'est chiffré on-chain. Donc mon navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à la blockchain un déchiffrement. Le déchiffrement va passer par la gateway, va être envoyé au KMS. Le KMS va prendre mon ciphertext chiffré sur la blockchain, donc mon montant qui est chiffré, sous la clé publique de la blockchain. Il va le re-encrypt, désolé en anglais c'est plus simple, sous ma propre clé publique à moi de mon wallet. Il va me la renvoyer et ainsi moi seul pourrais déchiffrer mon résultat. Ouais. Il va pas décrypter, il va réencrypter. Non. Alors, la question, c'est comment le KMS fonctionne. Donc là, j'ai un ciphertext. Ciphertext, tout le monde est OK là-dessus. J'ai un ciphertext qui est chiffré sous la clé publique de la blockchain. Moi, je veux voir mon solde. OK. Le solde du voisin, il est chiffré sous la même clé. OK. Mais moi, j'ai mon wallet avec ma clé publique, ma clé privée. Lui, il a son wallet, sa clé publique, sa clé privée. Moi, je veux prouver au KMS que je suis propriétaire. Je veux voir mon montant. On va passer par la gateway. Le KMS va transformer mon ciphertext en un autre ciphertext qui est chiffré sous ma propre clé à moi, de telle sorte que mon wallet puisse le comprendre. Non, il ne déchiffre pas. Il rechiffre sans voir même ce qu'il est en train de faire. Ah, exactement. C'est possible de changer un ciphertext pour le passer d'une clé publique A à une clé publique B sans qu'il le fasse. Et ça, c'est le protocole MPC qui le fait. Donc ça, c'est la re-encryption. C'est fondamental. C'est pour permettre, en gros, dans notre modèle, c'est comme si, vous voyez aujourd'hui, quand vous ouvrez votre wallet pour voir votre compte, vous faites ce qu'on appelle un RPC call. Donc vous appelez Infura, Alchemy, les gens qui gèrent les nœuds blockchain. Ils vous le renvoient, c'est gratos, généralement. Vous n'allez pas payer pour voir votre montant. Bah là, en FHE, il va falloir payer, entre guillemets, pour voir son montant. Bon, on a fait plein d'abstractions pour pas que l'utilisateur final paye. Il se trouve que c'est plutôt l'app qui va nous payer pour que nous donner on va lui donner des crédits pour qu'il puisse faire du rechiffrement. Mais c'est la grande nouveauté qui existe. C'est comme s'il y avait un système de transaction pour rendre visible tout ça. Under the hood. Ouais. On est d'accord qu'on pouvait utiliser ça tout seul, juste pour, si on avait de la donnée qu'on n'avait pas besoin de manipuler numériquement. C'est-à-dire, pour faire quoi par exemple? On pourrait utiliser cet aspect MPC tout seul si c'est juste de l'information qu'on voudrait lire et donner accès qu'à certaines personnes. Oui. Ça, ce serait la version très simple. Exactement, exactement. Pour juste de l'accès en lecture, on pourrait utiliser juste le KMS. Et juste donc du coup, il y a la notion de coprocesseur. Donc j'imagine que quelqu'un doit runner les ouais, nodes bon, on va dire plus... Zama pour faire plus simple. Ouais, mais est-ce que c'est un est-ce que c'est plusieurs? Alors, il vient en différentes flavors. La première va être complètement centralisée, c'est nous qui allons la déchiffrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement auditable. C'est-à-dire que les ciphertexts sont publics. Notre librairie TFHERS, elle est publique. Et tu peux recompute de ton côté si tu fais pas confiance à ce qu'on a fait. Ok, mais la partie MPC, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est plus dur à auditer. Et là, il faut que ça... Bah alors je vais y venir, je vais rentrer un petit peu plus loin dans l'explication. Parce qu'il faut être sûr que la clé privée est bien complètement inaccessible, qu'elle est bien cassée entre les 20... Ouais, bah là-dessus on a publié un white paper, on a tout ce qu'il faut pour montrer que c'est secure. Ok. Donc c'était, bon, je suis d'accord qu'il faut un petit peu se mouiller la nuque pour cette partie-là. Pour revenir au Solidity, donc là on est juste sur la blockchain Ethereum, on veut juste déployer un ERC20. Okay, on veut faire notre token chiffré, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était très simple. En fait, la seule nouveauté qu'on introduit en Solidity, c'est qu'on a un nouveau type de données. En Solidity, quand on déclare une nouvelle variable, on va dire c'est un uint, unsigned integer. Et ben nous, on a créé des EUINT, des encrypted unsigned integer.
qui vont permettre, et donc quand on veut déclarer par exemple un ERC20, plutôt que de dire que les balances c'est des uint, ça va être des euint. Et quand on va vouloir faire un transfert c'est quoi? C'est une somme d'une balance et une soustraction d'une autre balance. Et bien plutôt que d'utiliser un simple plus, on va utiliser tfhe.add et tfhe.sub. Donc on va utiliser notre librairie pour faire une addition et une soustraction sur ces données chiffrées. Ouais. Ce que vous êtes en train de montrer là, c'est l'implémentation de base qu'on pourrait avoir dans un Open Zeppelin ou quelque chose comme Exactement. ça. Et on travaille avec Open Zeppelin. D'un RC20. Il y aura un contrat standard de RC20 chiffré. Il a exactement cette tête-là, mais il est super facile. Ok. Aussi, tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti en vous disant qu'on ne pouvait pas faire de mixeur. En fait, en FHE, c'est très facile aussi de faire un mixeur. Mais je ne voulais pas trop perturber. Le cœur de l'affaire, c'est de chiffrer les données, mais on peut aussi chiffrer les adresses. Parce qu'au même titre qu'on a des EUINT, on a aussi des e-adresses. Et on a des boolean. Et on a des tous les data types qui existent. Et on essaie d'en avoir de plus en plus avec de plus en plus de précision. Et juste petite parenthèse, recréer Tornado Cache en FHE, c'est 5 lignes de code. Voilà, c'est un truc, c'est un petit screenshot comme ça et c'est super facile. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que c'est très simple pour les développeurs. Ouais. Juste là, c'est la partie Solidity, mais qu'est-ce que ça suppose autour? Parce qu'il faut, du coup, je me connecte quand même au gateway. Qu'est-ce que, en tant que développeur, je dois faire opérationnellement? Alors, en tant que développeur opérationnellement, tu auras juste à déployer ton contrat sur Ethereum et tout va fonctionner. En tant que développeur. Ensuite, je vais te montrer comment ça marche. Mais très opérationnellement, tu publies un contrat, tu vas sur Remix, l'IDE de référence, tu utilises les mêmes outils qui existent dans la galaxie EVM, les mêmes wallets, etc. Et tu vas pouvoir déployer. Est-ce qu'en fait tout se passe par vous avez des trucs qui monitorent le smart contract Exactement, je vais y venir, c'est la suite de la présentation. Bon voilà, ça c'est quelques éléments. C'était juste pour savoir si on veut faire un transfert, par exemple, d'un stablecoin qui existe déjà, un ERC720 par exemple. Il faut le wrapper. Il faut le wrapper. un contrat. Il faut redéployer un contrat. On le wrap dans le contrat. Exactement. Mais ok. Et du coup, là, pour l'instant, c'est que sur Ethereum. Il n'y a pas d'autres chaînes. Alors, ça, je vais répondre tout de suite à la question. Là, le coprocesseur, donc ça s'appelle le coprocesseur. Sur le testnet, ça va être disponible d'ici 1 ou 2 semaines. On va faire la grosse annonce en fanfare, etc., la presse. Cette semaine, ça sera sur Sepolia, sur Ethereum. L'année prochaine, Q1 2025, Mainnet. Et la première version du KMS qu'on va déployer, elle sera complètement centralisée. Et ensuite, on déploiera le protocole MPC par la suite. Mais en gros, Ethereum, et ensuite, on va aller dans l'ordre, là où il y a de la liquidité, sur les grands réseaux EVM d'abord. Et ensuite, on ira sur Solana, etc. Mais on va y aller en fonction des demandes business qu'on a. Mais a priori, Ethereum, Base, Arbitrum, enfin les usual suspects. Donc ça, bon, c'est juste quelques... ouais. Du coup, si c'est bon sur EVM, sur Ethereum, dans tous les cas, c'est réplicable sur toutes les. Oui, mais il faut. Alors, EVM, quoi. le seul truc, c'est qu'il faut déployer le coprocesseur sur les autres blockchains. Il faut déployer la gateway, il faut déployer le KMS. C'est vous qui déployez ? Oui, c'est nous qui allons faire ça. Enfin, c'est nous qui allons déployer ces services. Alors après, on a des clients, Phoenix et Inco, qui vont eux aussi déployer un autre smart contract avec un autre coprocesseur, avec une autre clé publique, etc. On aimerait aussi qu'on ait la même clé publique. Enfin, on travaille sur plein de choses pour se standardiser, pour qu'on ait les mêmes ciphertexts. Mais ça viendra un petit peu par la suite. Ok. Ouais. Exactement. On pourra installer ça. Donc là, je vous montre juste quelques opérations qu'on peut faire, des additions, de soustractions, multiplications, des divisions. La division, elle est un peu plus lente. On peut faire de la pseudo-randomness et on peut faire des conditions et évidemment des comparaisons. Donc c'est, on va dire, les briques de base pour faire une application financière. Alors, un des éléments qui est absolument déterminant, c'est le contrôle d'accès. Donc, si j'ai un ERC20, par défaut, ce que je vais dire, c'est que seuls les gens qui possèdent leur balance peuvent voir leur smart contract. C'est la base. C'est que moi, je possède ça. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que tout le contrôle d'accès, il n'est pas hard-codé. On va pouvoir faire plein de conditions en Solidity sur le contrôle d'accès. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire, tiens, je déploie mes parts de fonds tokenisées, de mutual funds tokenisés en private equity. Chaque actionnaire peut voir combien il possède.
Mais je vais rajouter une petite ligne en disant que l'AMF et tel régulateur, lui, peut avoir accès si cette adresse, qui représente la justice ou je ne sais quelle autre autorité, lui donne une autorité. Et tout ça, on va pouvoir coder la logique qu'on veut sur le contrôle d'accès. Et on va aussi pouvoir dire qu'un possesseur de ciphertext, quelqu'un qui peut le voir, peut déléguer de la visibilité à son comptable, à je ne sais quoi, son fils, j'en sais rien, et ainsi de suite. Donc tout le contrôle d'accès, c'est pas gravé dans le marbre, c'est des lignes de code à déployer un petit peu au-dessus de son smart contract. Et ça, c'est une feature qui va être hyper intéressante parce que souvent on nous dit « Ah, mais du coup, vous êtes comme Tornado Cash, il n'y a pas trop de danger et tout. » Nous, il n'y a aucun problème parce que c'est très facile de respecter une réglementation en faisant du code par-dessus sur le contrôle d'accès. Donc en gros, c'est si j'utilise un mauvais terme, du backdoor as a service, quoi. Mais sauf que la backdoor, elle est une front door, quoi. Front door as a service. Elle est super claire. Alors comment ça marche ? On va avoir... Alors je vous ai menti tout à l'heure, les ciphertexts, en fait, ils ne sont pas stockés sur Ethereum et sur le VM. Dans mon smart contract, en Solidity, j'aurai mon adresse et mon amount, mais en fait, c'est pas l'amount, c'est pas le ciphertext lui-même qui va être stocké dans le state d'Ethereum qui coûte très cher. Alors juste une petite parenthèse, en FHE, les ciphertexts sont énormes, c'est des mégabytes. C'est vraiment une énorme quantité de données. Donc comme vous savez, les gas fees sur Ethereum, ça paye à la fois le compute et l'espace, ça coûte très cher. Et donc, on pourrait le faire on-chain, mais personne ne va payer des prix exorbitants pour stocker la taille des ciphertexts. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker des handles, donc en gros des hashes de ciphertext, qui vont pointer vers une data availability layer, comme Celestia, comme Avail, une blockchain séparée, ce qu'on veut, AWS, que sais-je, là où il y aura le plus de confiance avec le bon niveau de décentralisation, suivant le cas d'usage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le coprocesseur, lui, il va runner un full node Ethereum, et dès qu'il y a une transaction qui se passe en blockchain, il va aller récupérer le ciphertext avec le handle, il va faire le calcul, et il va recréer un nouveau handle pour aller pointer vers le bon résultat. Est-ce que... Donc, c'est là le problème de la scalabilité, donc. Non, alors justement, là, il y a... En fait, c'est pas un problème... On n'a pas de problème de scalabilité ici, parce qu'en fait, on va pouvoir démultiplier... Enfin, il y a toujours un problème de scalabilité avec le FHE, mais comment est-ce qu'on le contourne ici ? On va pouvoir démultiplier les CPU et les GPU qui traitent ces ciphertexts. Donc si pour ton cas d'usage, tu n'as pas besoin de 10, mais de 20 ou de 30 transactions par seconde, bon, on va être sans GPU. Ça va te coûter une blinde, là en ce moment, mais on va pouvoir accéder à ton cas d'usage et puis on fera une petite analyse coût-bénéfice pour voir si ça vaut le coup. Et donc c'est ce qu'on appelle de la symbolic execution, parce que on va écouter les événements qui sont des transactions FHE, récupérer les ciphertexts, faire le calcul. Et si quelqu'un ne nous fait pas confiance sur le fait que le coprocesseur a bien fait les calculs, parce que c'est Zama qui va runner le coprocesseur, alors déjà, vous pouvez acheter notre techno et runner votre coprocesseur. Par exemple, un groupement de banques qui voudrait faire un consortium pour faire des transactions FHE, ils se mettent d'accord, ils font un consortium et ils runnent leur coprocesseur qui peut être démultiplié. Ils peuvent avoir 3 coprocesseurs, chacun le traite pour vérifier que c'est bien fait. Donc voilà pour cette partie. Voilà, bon, ça c'est juste quelques performances. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 20 transferts de RC20 par seconde. Et ça va prendre 420 millisecondes en CPU et 150 millisecondes en GPU. Mais une fois de plus, on est satisfait de notre niveau de performance pour les cas d'usage, en tout cas de tokenisation de real world asset, parce qu'il n'y a rien qui soit trading haute fréquence dans ce qu'on veut faire. Au pire des cas, en mettant plein de CPU ou de GPU en parallèle, on peut atteindre le même niveau que ce qu'a Tether en ce moment, l'USDT. Donc c'est suffisant. Voilà. Pardon, il y a une question ? Juste pour comprendre, peut-être je m'embrouille juste, mais à quel moment ça intervient dans le cycle de la transaction ? Parce que du coup, est-ce que c'est au moment où je crée ma transaction qu'il faut envoyer au coprocesseur avant qu'elle puisse être settled ? Ou est-ce qu'il faut que c'est les... Non, en fait, elle va être settle sur Ethereum peut-être avant que le coprocesseur ait fini de la traiter. Du coup, comment on met le bon nouveau handle ? Bah, est-ce qu'on le calcule à l'avance ? En fait, le nouveau handle est directement mis à jour sur Ethereum, 1 milliseconde après. Par contre, le calcul, il est fait juste après.
et il pointe vers le résultat. Ok. Donc, Donc en gros, la transaction a l'air d'avoir été faite immédiatement normalement. Exactement. Sauf qu'elle a juste mis à jour les pointeurs. Exactement. C'est ce qu'on appelle, c'est le symbolique ici. C'est ça le symbolique que ça veut dire. Je comprends. Exécution symbolique. On te fait croire d'un point de vue EVM que c'est fait, mais en réalité, il faut attendre, je sais pas, 400 millisecondes de plus pour que sur la data availability layer, quand tu vas chercher le ciphertext, il soit bien à jour avec le bon calcul, avec le bon résultat. Alors là, c'est un... En gros, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le... Alors oui, pardon. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code ici, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la réencryption, qui est quelque chose quand on veut voir son wallet, mais parfois, on aura aussi besoin de faire du déchiffrement. Je vous donne l'exemple. On va mettre aux enchères un objet, chacun va faire des bids chiffrés dessus. À la fin de la journée, le smart contract est programmé pour arrêter les enchères et révéler qui a fait le bid gagnant. Et donc à ce moment-là, il va faire son calcul et il va envoyer une demande au KMS, non pas de réencryption, mais cette fois-ci de déchiffrement. Il va lui renvoyer le résultat et le blockchain pourra afficher le gagnant et déchiffrer. Tout ça aussi, c'est du code qu'on écrit dans son smart contract en Solidity pour expliquer quand, comment, pourquoi est-ce qu'on veut faire le déchiffrement. Ouais. Juste pour être sûr de comprendre, dans le cas d'une blind auction, on a intérêt à révéler le montant du coup de l'enchère gagnante, etc. Mais étant donné qu'on a des private, des U addresses, etc., on peut quand même cacher l'identité du gagnant. Tout ça, c'est possible. Ça, c'est à la créativité des développeurs d'aller construire des choses. Nous, on n'a même pas exploré, je pense, 10% des cas d'usage. On essaye de faire les trucs principaux comme le RC20 privé, etc. Mais là, il y a une infinité de calculs qui pourra être fait à partir de cette nouvelle primitive. Donc, si tu veux ne pas révéler, ce sera possible. Même si le travail sur les adresses est plus compliqué, parce que les adresses, c'est des bêtes un peu plus grosses que juste des entiers. C'est un peu plus dur de faire des calculs sur des adresses que sur des... On est un petit peu plus limité. On peut pas faire de regex, on peut pas faire... Il y a plein de choses qu'on peut pas faire sur des strings. Voilà, bon, ça c'est un petit détail technique du déchiffrement. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a bien la blockchain, on a bien la gateway qui va router un peu... toutes les demandes, parce que ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir plusieurs coprocesseurs. Elles vont toutes passer par la même gateway pour avoir accès au KMS. C'est-à-dire qu'il y aura un seul KMS et peut-être que Phoenix, Inco, Zama, le coprocesseur de la Société Générale vont tous, on ne travaille pas avec la Société Générale, je donne juste des exemples, vont passer par la gateway pour faire le déchiffrement. Et là, c'est la Data Availability Layer que vous voyez juste au-dessus. La réencryption, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le petit bout de code qui explique en détail comment ça fonctionne. Je ne rentre pas non plus dans les détails. Et donc, pour terminer, on a donc deux types de FHEVM. Notre première version, qui était la FHEVM native, celle-là, pour l'utiliser avec les precompile, il fallait déployer une nouvelle blockchain, etc. Donc, c'est juste un nouveau projet. Et le coprocesseur qui nous permet d'aller... adressé là où la liquidité existe déjà, où les effets de réseau, etc. existent déjà. Et donc c'est vraiment ce produit qui va être notre produit phare pour l'année à venir. Ça on en a déjà parlé, donc le coprocesseur on va le déployer Ethereum, Base, enfin partout où il y a de la liquidité, où on a des cas d'usage intéressants sur les EVM. Et le coprocesseur, donc là c'était ta question tout à l'heure, sa première version sera centralisée. Mais ce qui est très pratique, ce sera auditable, quand bien même c'est décentralisé. En fait, si vous voulez, dans le coprocesseur centralisé, c'est du proof of stake, où ce qu'on met à stake, c'est notre réputation. Si on fait n'importe quoi, on a une boîte, on se fait attaquer, on peut très bien faire un contrat avec une grande banque, et puis ils nous attaquent et ils nous détruisent. Donc on n'a aucun intérêt à mal faire notre travail à ce niveau-là, sachant que tout est on-chain. Donc c'est très facile de prouver que quelque chose de pas bien a été fait. Donc on n'est pas dans le cadre de fraud proof comme dans les optimistic roll-up où là il y a vraiment un système et c'est un smart contract, mais c'est la justice du pays qui pourra dire que Zama a mal fait son travail, enfin Zama ou notre client. Ensuite, on peut avoir une version décentralisée du coprocesseur. Il est possible de mettre n'importe quel type de consensus. Pourquoi pas même une nouvelle blockchain qui refait ça. Ça commence à faire beaucoup de blockchains, mais c'est possible si on veut un niveau de confiance différent et qu'on est prêt à faire les bons trade-offs.
On travaille sur une solution pour faire des vrais fraud-proof qu'on peut vérifier. Mais là, ça demande de coupler la complexité du ZK avec celle du FHE pour faire du ZK FHE. C'est chaud. On va peut-être faire ça une fois que les deux technos seront un peu plus stables et qu'il y aura aussi d'autres ordres de grandeur atteints dans le compute des snarks et des starks dans le cas du ZK. Et enfin, il y a une dernière solution que vous connaissez sûrement, c'est celle avec EigenLayer. C'est pour profiter du niveau de sécurité d'Ethereum pour faire slasher des ETR si quelqu'un se comporte mal. Bon bref, c'est juste des nuances différentes de confiance et de décentralisation. On pense que le coprocesseur sera largement suffisant pour la majorité des cas d'usage avec des contrats, surtout si notre marché est celui de la finance traditionnelle, etc. Alors après, pour la DeFi, on va peut-être pas avoir 20 milliards sous gestion comme AAV avec cette version-là, mais peut-être qu'avec les versions décentralisées, on les aura. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé, les deux en fait. S'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé de grande qualité. J'ai une question, c'est de savoir s'il y a des futures évolutions de l'EVM qui soit vous risquent de vous casser les pieds, soit vous enthousiasment parce que ça fera des nouveaux use cases. J'ai un exemple d'évolution dont on a parlé récemment, mais il y en a certainement d'autres. C'est le concept de machine temporelle, où on pourrait intégrer, enfin qui serait une solution contre l'immutabilité des smart contracts, où on pourrait intégrer des événements futurs. Donc, j'ai plus le nom technique en tête de cette évolution qui est dans les bacs, mais est-ce qu'il y a des évolutions liées au cœur développement qui... La majorité de la roadmap Ethereum là, nous convient parfaitement. On n'attend rien de très spécifique sur le moyen terme. Évidemment, sur le long terme, on aimerait du FHE purement natif dans du Ethereum, mais on sait que ça viendra. Enfin, Ethereum a pour vocation de s'ossifier quand même aussi à terme. On ne sait même pas si sur la Layer 1, ce serait une bonne idée. Donc peut-être sur d'autres versions d'Ethereum. Le endgame qui nous intéresse beaucoup, c'est le ZK FHE. Ça, vraiment, on en regarde. On a une équipe de recherche qui est déjà en train de travailler là-dessus. On a allé 5-6 ans d'avance, je pense, enfin 5-6 ans en amont là-dessus. Mais sinon, toute la roadmap d'Ethereum nous semble satisfaisant. On n'attend rien vraiment en particulier. On n'attend rien de leur part, je veux dire, sur le court terme. Peut-être, allez, si ce qu'on attend, c'est si vous connaissez les différentes implémentations de l'EVM, il y a un projet qui nous intéresse tout particulièrement qui est Reth, R Ethereum, le client d'exécution développé par Paradigm, qui est en Rust. Et comme nous, c'est du Rust, bah voilà, c'est juste plus simple pour tout développer. Si dans notre coprocesseur, on fait tourner un full node, on préférerait avoir une code base en Rust parce que ça s'intègre juste mieux que sur les autres clients. C'est du Go dans le cadre de Guess, qui est le client principal d'exécution. Et voilà, ça sera plus simple une fois que tout sera en Rust. Nous, on est des Rust maximalistes depuis le début. On a financé la fondation Rust quasiment depuis le lancement. Et on a plein de développeurs qui sont chez nous, qui ne connaissent absolument rien à la blockchain, qui n'ont jamais fait un swap sur Uniswap de leur vie, qui sont des cryptographes et qui sont juste venus parce qu'on est une des boîtes les plus pro Rust sur cette planète. J'ai un peu dévié, mais... Ou curiosité? Pour développer sur Arbitrum, ça fonctionne aussi le coprocesseur? Alors on espère l'année prochaine lancer le coprocesseur sur Arbitrum. Après si tu veux lancer une startup pour le développer de ton côté en achetant la tech, c'est aussi possible. Justement, combien coûte la tech? Alors, ça dépend de votre structure. Si vous êtes une boîte Web3 native et que vous êtes encore tout petit, on a deux types de deals. Soit on vend des licences simples, ça c'est ce qu'on fait, c'est juste une licence d'utilisation qu'on va chiffrer sur le nombre de transactions, sur le volume, on va faire un contrat custom. Il n'y a pas encore de standard sur nos contrats, mais en gros le nombre de transactions que vous allez faire par an. Et ensuite, si vous êtes une boîte Web3 et que vous avez des tokens, nous ce qu'on fait aussi pour aider les jeunes boîtes qui n'auraient pas les moyens de payer notre tech, on va prendre un pourcentage de la supply et on va se mettre d'accord sur des tokenomics. En gros, pour être incentivé sur le long terme, pour qu'ils réussissent, on va prendre 5% de la supply et on vous donne une licence sur le coprocesseur pour 10 ans, quelque chose comme ça.
ça, modulo des petites variations. Mais en gros, c'est comme ça Là- qu'on a fait nos deals avec les boîtes Là, on est Web3. vraiment dans le commercial, par contre. Ouais, là, C'est- j'ai vraiment ma case. Et en fait, c'est on- même pas moi qui gère Mais- ça. Moi, je suis là On pour. peut faire ça devant un verre de champagne. Avec Avec plaisir. S'il y a d'autres curiosités un peu plus techniques, sinon on va... Ouais. Vraiment, basiquement, donc, en attendant que ce soit déployé sur le testnet, est-ce que je peux utiliser le coprocesseur et faire, si je veux faire un mini prototype pour tester le truc, est-ce que je peux le faire aujourd'hui ou Ouais, est-ce qu'il faut alors attendre on le a, testnet on a un DevNet aussi qu'on fait tourner chez nous, mais en fait il y a tellement de breaking change qu'avec le coprocesseur que limite j'en parle même pas là à court terme. Je te recommande d'aller directement sur on est en train de mettre à jour toutes les docs, etc. pour le grand lancement du Vaut coprocesseur mieux que je Sepolia. prépare tout et que j'attende le testnet et Ouais, clique je pense et parce puis qu'il y aura lancer. des petits changements, il y aura des petits trucs. Autant que tu ailles sur Sepolia, ce sera le truc qui sera parfait, la doc elle sera incroyable. C'est ma recommandation. Et en attendant, tu peux aller sur la doc, commencer à regarder. Il y a des fondamentaux qui sont là. Et si c'est juste de l'applicatif, tu as juste à réfléchir en Solidity, d'aller sur notre... Ouais. Allez sur notre Discord, on a nos ingés qui sont dispo toute la journée pour répondre à des questions de comment est-ce qu'on structure sur Solidity en attendant qu'il y ait des contrats standards qui sortent. Donc voilà. Et si jamais vous voulez contacter l'équipe commerciale, là j'ai ma casquette commerciale, c'est juste là, il y a un petit QR code. Et sinon ajoutez-moi juste sur Twitter, je vous partagerai mon compte. 100% equity, on a fait 80 millions de levées de fonds avec des grands fonds américains et divers tours de table classiques quoi. Non. Alors on essaye. C'est souvent des gouffres temporels dans lesquels on n'est pas forcément. Enfin, c'est juste que là, en gros, hein, nous on a du runway jusqu'à 2027-28 encore. C'est pas un objectif de court terme d'avoir du financement. On veut juste se focaliser à fond sur la tech qui fonctionne bien. On a beaucoup de clients dans notre pipe, mais comme vous le savez, en finance traditionnelle, c'est pour ceux qui sont commerciaux là-dedans, ça met beaucoup de temps, beaucoup plus facile de signer des deals en Web3. Mais non, la levée de fonds, il n'y a pas tellement de sujets en ce moment. Ouais. Très rapidement. Tu disais en attendant que le coprocesseur arrive, on peut utiliser Phoenix Winco. Ah oui, Ils ont alors. leur propre coprocesseur et ça marche. Et- Ils étaient à Bangkok. Et Ouais, absolument. Vous pouvez aussi aller dessus avec nos partenaires, Phoenix et Inco. On se coordonne énormément pour avoir la même documentation, le même standard, etc. Et c'est aussi possible d'aller sur leur réseau pour déployer ça. Mais le coprocesseur, là, c'est une question de, je dirais, une dizaine de jours pour que tout soit déployé et que ce soit utilisable sur Sepolia. Et donc, dernière question. Donc, dans 10 jours, vous aurez une solution déployée sur le testnet. Ouais. Et ensuite, Mainnet. à quel horizon? Q1 2025 pour Ethereum. Ensuite, il y aura évidemment des apprentissages vis-à-vis de la mise en production et de la confrontation avec la réalité. À la suite de quoi, on déploiera Q2, espérons, sur les principaux autres réseaux. Puis après, une fois que l'équipe sera rodée, on aimerait pouvoir lancer le coprocesseur très facilement. Il y a plein d'autres services dont je ne vous ai pas parlé. La réalité, c'est que là, toute la complexité que vous avez vue avec le KMS, on va l'abstraire aussi dans un service dédié qui s'appelle ZWS. Vous voyez, il y a AWS, ce sera ZWS pour simplifier absolument tout, qui sera une espèce de surcouche centralisée de tout ça pour que ce soit super simple. Alors il y a un Web3 native pour aller s'intégrer directement avec notre KMS et faire plein de choses, mais dans la majorité des cas, il y aura ZWS. Écoutez, merci beaucoup pour cet exposé, très intéressant. Et Eh ben, merci à vous. Et puis dispo pour discuter avec tout le monde autour de coupe de champagne. Merci.